Donc, on va reprendre la deuxième session, qui est plutôt sur l'influence et l'héritage de Pulitzer et de son travail. Donc, on va entendre successivement trois interventions. Benoît Lépinard, psychologie concrète de Pulitzer et son devenir dans le marxisme français. Puis Alexandre Ferron, qui a un petit peu modifié son titre, qui ne concerne plus que Sartre, le lecteur de Pulitzer. On va peut-être revenir d'autres un petit peu plus, pas aujourd'hui. Et ensuite, Antoine Duarté, donc, sur une investigation de la vie dramatique de l'homme, psychodynamique, de la vie dramatique de l'homme, pardon. La psychodynamique du travail comme prolongement actuel du projet de psychologie concrète. Il fait le lien entre Pulitzer et l'idée de psychodynamique du travail, sans doute très très avec les soft lourds, j'imagine. Voilà. Donc, voilà, on discuter peut-être plus que ce matin, peut-être moins. Donc, le Benoît, d'accord. Merci Olivier, merci aux organisateurs de la journée. Je commencerai par une petite citation de Pulitzer. Qui t'est? La psychologie n'est peut-être qu'une illusion de philosophe, prise au sérieux par des physiologistes, et l'idée même d'une psychologie scientifique, invention caractéristique des deux dernières générations. Donc, encore plus, relativement court que constitue l'œuvre inachevée de Georges Pulitzer, les formules de ce genre ne manquent pas, on le sait. La critique que Pulitzer propose de la psychologie, aussi bien du point de vue de sa méthode, de son objet, que de son statut même de science, peut d'abord apparaître comme marqué parfois de la même radicalité que sa critique du personnisme qui a été défendue ce matin, restée dans certaines de ses formules assassines. Pourtant, la critique de Pulitzer n'est pas, à proprement parler, une attaque menée contre la psychologie et une dénonciation des erreurs et des abus des différentes écoles qui s'affrontent. Disons en fait qu'elle n'est pas essentiellement cela. Ah oui, il y a un de Larsen, on n'avait pas d'où il vient. Et voilà. Oui, disons, elle n'est pas essentiellement cela. On s'en aperçoit avec les autres. La critique de Pulitzer, telle qu'elle se formule en 1928 et se poursuit notamment avec deux articles importants par exemple en 1929, est une critique, ça a été dit aussi ce matin, d'inspiration kantienne. Et en tant que telle, elle comprend aussi bien indiquer les conditions de possibilité d'une science positive des faits psychologiques que tracer les limites et les impasses de toute entreprise de connaissance qui en resterait avec une approche abstraite, formelle et impersonnelle des faits psychologiques. Il s'agit en fait d'établir les conditions auxquelles il peut y avoir une composition et du coup aussi de la définition nécessaire de cette faits psychologique qui est impliquée par cette élaboration et ces logiques nouvelles. De quoi la psychologie doit-elle être la science pour être véritablement science de quelque chose? Comment doit-on définir son domaine d'objet pour qu'elle soit légitimée dans son statut de science à part entière? Mais évidemment, ce versant positif de la critique ne peut s'établir qu'à la condition de montrer précisément les échecs successifs des différents courants de la psychologie. Sinon, au cours de son histoire, il y a tout le rôle prétendu fonder véritablement la psychologie comme discipline autonome et scientifique. L'un des problèmes importants qui se pose lorsque l'on veut comprendre la critique de Pulitzer, la critique qui se propose de la psychologie, et ensuite ses reprises dans la tradition marxiste, c'est bien sûr celui de la contextualisation de ces écrits et de l'évolution de ces orientations au fur et à mesure des années. Ça a été dit ce matin, je l'ai dit, aussi bien pour des raisons personnelles, de déplacement théorique, que pour des raisons proprement politiques, Pulitzer aura conduit à laisser de côté sa théorie critique de la psychologie et à se mettre directement au service du marché de en se spécialisant notamment sur les différents économies. Sur cet apparent renoncement à la psychologie, les hypothèses varient, prise de conscience de l'impossibilité ou de la validité du projet de psychologie concrète, étant donné les impasses tombantes que représente la psychologie comme mythe scientifique. On trouverait ça évidemment cette hypothèse chez Miguel Dussert et puis chez Didier Deleuze, par exemple, dans son ouvrage La psychologie scientifique, ça s'inspire de Deleuze. Ou bien, au contraire, parenthèse nécessaire par l'économie, de prendre la mesure du renversement anthropologique proposé par Marx à partir de 1845 et des tests sur Feuerbach et de l'idéologie allemande.
Lucien Sèvres, par exemple, qui a cette hypothèse, hein, et dans une autre mesure, Yves Clos, par exemple. Je reviendrai là-dessus. Ou enfin, bien sûr, hein, l'hypothèse du renoncement à des recherches personnelles jugées encore trop idéalistes ou bourgeoises au nom de l'intérêt supérieur du parti et de la cause à servir. On sait que son fils, Michel Politzer, hein, en fait l'une des 3 morts de Georges Politzer, hein, de ce renoncement pour la politique. À ce premier niveau de complexité, il faut en ajouter un autre, hein, c'est celui des modalités particulières de la reprise des théories de Politzer dans le champ intellectuel français au XXe siècle, ce que, par exemple, Giuseppe Bianco a pu appeler un effet d'oblitération par incorporation, c'est-à-dire que les thèses de Politzer sont reprises, ces thèmes sont travaillés, mais il n'est pas expressément nommé, on ne fait pas référence, et donc sa marque, sa trace est plus difficile à retrouver. Ça engage donc un travail critique et historique d'autant plus difficile qu'il faut à la fois finalement retrouver Politzer là où il n'est pas nommé tout en étant présent, et en même temps opérer un retour au texte et au contexte pour éviter les effets de déformation qui peuvent être liés à la célébration du héros. Dans les limites qui sont les miennes, hein, je voudrais proposer ici 2 choses. D'abord, repartir des textes de critique de la psychologie de 1928 et 1929 et en donner quelques clés de compréhension, attendu que ces textes centraux constituent certainement ce que j'ai pu appeler ailleurs la matrice de toute une critique marxiste de la psychologie telle qu'elle se déploiera ensuite sous différentes modalités au cours du XXe et du XXIe siècle, hein. Et ensuite tracer quelques pistes quant aux différentes lectures et appropriations de la critique politzérienne de la psychologie chez les intellectuels marxistes et quant aux enjeux spécifiques auxquels ces lectures répondent. Cela m'amènera peut-être, s'il me reste du temps, à tracer quelques perspectives plus générales sur les rapports entre psychologie et marxisme. Alors, dans un premier moment, hein, la critique de la psychologie et la psychologie concrète, que voulait faire Politzer? À mon avis, il est impossible de comprendre la critique des fondements de la psychologie si on ne la replace pas dans le projet initial qui était celui de Politzer et qui est explicitement détaillé au début de l'ouvrage. Politzer nous dit, hein, la critique de 1928 ne contient en fait pas la critique. Elle devait constituer le tome 1 des matériaux pour la critique des fondements de la psychologie. Elle est donc à la fois une propédeutique à la critique des fondements, puisqu'elle doit en donner les principes généraux, et ensuite elle va être l'exposé de la première des révolutions récentes en psychologie qui ont, chacune à leur manière, et de manière incomplète, ouvert une brèche dans la psychologie classique. Psychologie encore mythologique et non scientifique. Il s'agit de la psychanalyse. Le deuxième volume des matériaux devait être consacré à la Gestalt théorie et comporter une partie sur la phénoménologie. Et le troisième volume devait être consacré au behaviorisme et, je cite, hein, à ses différentes formes avec un chapitre sur la psychologie appliquée. Plus important pour notre affaire, les matériaux devaient ensuite être suivis par un essai critique sur les fondements de la psychologie qui devait consister en un traitement autonome et systématique de la critique de la psychologie au sens positif ou kantien du terme. C'est cet ouvrage qui aurait été, si on veut, la critique de la raison psychologique et que Politzer n'a jamais eu l'occasion d'écrire. Ce premier élément explique mieux les 2 aspects de la critique qui peuvent apparaître au lecteur comme des bizarreries. L'ouvrage appelé Critique des fondements de la psychologie a d'abord été essentiellement consacré à la psychanalyse. Il suffit de regarder la table des matières pour s'en convaincre. Et il ne commence à expliquer positivement ce que serait la psychologie concrète, celle qui doit émerger de la critique et venir ranger définitivement les différents courants de la psychologie telle qu'elle s'est faite jusqu'alors dans une préhistoire mythologique, qu'à la toute fin de l'ouvrage. Politzer écrit, hein, nous n'avons pas encore vu la manière dont elle réalise ses promesses. En d'autres termes, nous n'avons pas encore vu la psychologie concrète à l'œuvre dans l'analyse du drame, je reviendrai là-dessus bien sûr, avec des notions appropriées à son plan et à son inspiration. On est là, page 282. C'est aussi ce qui explique que Politzer attend le dernier chapitre et la conclusion pour s'expliquer sur son usage particulier des 3 courants psychologiques qu'il juge importants, Gestalt, behaviorisme et psychanalyse. Hein. La psychanalyse, comme les 2 autres courants, mais d'une manière encore plus radicale et plus complète, nous dit Politzer, introduit un ferment dialectique, c'est son expression, dans le modèle classique et les pratiques qui lui correspondent. Et ce ferment agit comme un agent perturbateur qui vient mettre au jour, sans que cela ne soit d'ailleurs l'intention de départ, les contradictions du paradigme psychologique en cours, en révélant les angles morts ou les abstractions. On le sait, hein, c'est l'une des grandes thèses de la critique à propos de la Traumdeutung.
Freud inaugure un geste radical vers le concret en rattachant le rêve à l'individu qui rêve et en proposant une interprétation qui ne peut se passer de ce que Politzer appelle la dialectique individuelle, dans laquelle elle est prise, c'est celle du drame, qui va donner son caractère humain aux faits psychologiques. Mais Freud, nous dit Politzer, se révèle incapable de pousser jusqu'au bout cette découverte et il est contraint d'en revenir à une sorte de mécanisme abstrait des fonctions, teinté de biologisme et à une substantialisation de l'inconscient qui semble acquérir alors un espace propre. Il en a déjà été question ce matin. Et il retombe ainsi dans les deux attitudes caractéristiques pour Politzer de la psychologie abstraite, le réalisme et le formalisme fonctionnel. Le réalisme, je vais vite, ça a été dit, la tendance à se donner une réalité sui generis, que l'on appelle vie intérieure ou pensée, et qui n'est qu'une projection arbitraire de ce qu'on a identifié comme des processus ou des états dans un espace analogue à l'espace externe de la physique. Et le formalisme fonctionnel, c'est-à-dire la tendance dans la psychologie contemporaine, la tendance à supprimer l'individualité et la concrétude des faits psychiques en les ramenant à la généralité et l'abstraction de fonctions psychiques générales agissant les unes avec les autres selon des schémas identiques au sein de modèles qui peuvent être, suivant les écoles, tantôt biologiques, tantôt comportementaux. Pour clarifier encore les choses, il peut être utile de prendre à rebours le texte de Politzer en commençant par la conclusion, afin de voir d'abord ce que devra être la psychologie concrète, et ensuite en quoi cette définition provisoire et programmatique condamne par avance les tentatives précédentes dans l'histoire de la psychologie. Évidemment, encore une fois, Politzer fait l'inverse, puisqu'il nous commence par 5 chapitres sur la psychanalyse. À la fin de la critique, Politzer se propose de lister 3 conditions auxquelles il peut y avoir une psychologie vraiment positive. D'abord, la psychologie devrait être une science a posteriori, donc qui étudie un certain groupe de faits. Deuxièmement, elle devra être originale, c'est-à-dire que ces objets doivent être irréductibles à ceux des autres sciences, sinon elle n'a pas lieu d'être. Et enfin, elle doit être objective, ce qui signifie pour Politzer que les faits sur lesquels elle travaille et la méthode qui correspond à l'étude de ces faits doivent être universellement accessibles et vérifiables. Pour Politzer, aucun des courants en psychologie n'a jamais réussi à tenir ensemble ces 3 exigences, et c'est la tâche qui attend, en 1928 en tout cas, la psychologie concrète. Politzer nous dit ainsi, on sait en effet que les psychologues introspectionnistes ont sacrifié la condition 3, l'objectivité, et les objectivistes la condition 2, c'est-à-dire la spécificité du domaine psychique, c'est-à-dire que dans la mesure où les uns ont réussi à sauvegarder le caractère purement psychologique de l'objet de la psychologie, ils lui ont enlevé toute réalité scientifique, et que les autres n'ont réussi à mettre à la base de la psychologie des faits réels, qu'en sacrifiant précisément le propre de la psychologie. Donc, on l'a dit, c'est à partir de la notion de drame que Politzer entend fonder la psychologie concrète, notion sur laquelle il reviendra longuement dans les articles de 1929, avec des inflexions qui ne sont pas sans poser problème. Le drame représente un segment de la vie de l'individu, en tant que cette vie est une vie proprement humaine, c'est-à-dire qu'elle prend place dans une totalité qui ne se laisse réduire ni à la vie du point de vue strictement biologique, ni à une réalité intérieure inaccessible à autrui. Mais elle comporte au contraire toutes les facettes de notre existence incarnée et sociale, celle dans laquelle nous nous projetons au quotidien. Politzer écrit « Le fait psychologique n'est pas le comportement simple, contrairement à ce que pensaient les juristes, mais précisément le comportement humain, c'est-à-dire le comportement en tant qu'il se rapporte d'une part aux événements au milieu desquels se déroule la vie humaine, et d'autre part à l'individu en tant qu'il est le sujet de cette vie. » Et Politzer d'ajouter, bref, le fait psychologique, c'est le comportement qui a un sens humain. Seulement, pour constituer ce sens, on a besoin de données qui nous sont fournies par le sujet et qui nous parviennent par l'intermédiaire du récit. Le comportement simplement moteur ne devient donc fait psychologique qu'après avoir été éclairé par le vécu. On le voit, le drame va donc constituer à la fois l'objet premier de la psychologie et l'un des opérateurs majeurs de la critique de Politzer. Il est ce qui justifie, dans le même geste, en fait, la constitution d'une science autonome et la destitution de toutes les tentatives d'établir cette science hors des limites du drame. Encore une fois, il faut avoir la pensée kantienne à l'arrière-plan pour comprendre ce geste. Donc le drame est ce qui rattache la vie individuelle à son cadre social, en même temps qu'il est le point d'ancrage dans l'individualité de l'activité concrète et de sa résonance sociale. La vie dramatique, nous dit Politzer, je cite,
présente tous les caractères qui rendent susceptible un domaine d'être étudié scientifiquement. Et il ajoute, dans une formule qui ne manque pas de saveur, hein, et alors même que la psychologie n'existerait pas, c'est au nom de cette possibilité qu'il faudrait l'inventer. En ce qui concerne à présent les évolutions de Politzer dans les 2 articles de 1929 publiés dans l'éphémère Revue de psychologie concrète dont il a été question ce matin, hein, il est certain que les ambiguïtés et les difficultés de la notion de drame, qui ont pu être pointées par exemple par Roger Briéron, hein, non seulement expliquent les variations, voire les hésitations de Politzer quant à la détermination de la psychologie concrète et à l'extension même de la notion de drame, qu'est-ce qui est drame, qu'est-ce qui n'en est pas, mais ça va aussi orienter très largement les différentes lectures et reprises des thèmes politzériens chez les intellectuels marxistes. Les formules de la critique présentaient déjà une certaine étrangeté. Une psychologie sans vie intérieure, à qui, nous dit Politzer, les hypothèses de structure sont défendues, et qui ne connaît, je cite encore, ni l'esprit ni la matière, mais seulement le drame. Compliqué, bien sûr, hein, à ce moment-là, de voir ce que recouvre la notion assez floue d'individualité, de comprendre comment cette individualité est ou non articulée, engrainée latéralement, dira plus tard Lucien Sèvres, dans les structures sociales. Difficile aussi de voir comment on pourra produire la psychologie générale que Politzer appelle de ses voeux à la fin de l'ouvrage, sans recourir justement aux hypothèses de structure nécessairement abstraites, et on le sait, ce sera le fond de la critique d'Althusser. Mais la difficulté s'accroît encore dans les articles de 1929, lorsque dans Psychologie mythologique et Psychologie scientifique, Politzer écrit ceci. Alors que les événements libres supposent l'individu dans sa singularité déterminée et ne se comprennent que par lui, pour les événements standardisés, l'individu n'est qu'un jeton, un lieu de passage, ou plus exactement, un instrument. Ainsi, nous dit Politzer, s'introduit dans la psychologie une grande division, dont au passage il n'était pas du tout question dans la critique. Nous avons d'une part la psychologie individuelle et de l'autre la psychologie générale. Mais les deux doivent partir au même titre des événements dramatiques qui constituent leur objet. Se dessine alors une distinction entre le drame individuel et le drame standardisé, dont on peine à voir, c'est un euphémisme, dans l'article de 1929, l'articulation propre ou la dialectique. Ce qui est cependant certain, et ce qui est nouveau par rapport à la critique de 1928, c'est que Politzer est obligé de tirer l'une des conséquences de sa nouvelle définition du drame, ou de sa complexification de la définition du drame. Hein. Il faut inscrire dans la psychologie concrète la nécessité d'une théorie des formes économiques et sociales, dans lesquelles et par lesquelles les biographies individuelles prennent forme. La psychologie concrète, parce que le drame est son objet, doit donc avoir recours aux données des sciences sociales. Cette première inflexion de la pensée de Politzer s'accentue encore dans le second article duquel sont tirées les formules fameuses et passées à la postérité qu'on a rappelées ce matin. Hein, la psychologie ne détient nullement le secret des faits humains lorsque le secret n'est pas d'ordre psychologique, ou encore la psychologie tout entière n'est possible qu'enchâssée dans l'économie. Politzer semble alors avoir fait un pas de plus en direction de la dialectisation du psychisme individuel et des structures sociales, pas décisif, on va le voir, pour le devenir de sa théorie dans le marxisme français. On trouve notamment sous sa plume cette formule qui apparaît avec du recul tout à fait frappante, hein. De même que la nécessité pour la psychologie de s'appuyer sur les données de l'économie marxiste provient de la nécessité de connaître exactement la structure et le fonctionnement des événements humains dont la psychologie s'occupe, de même son caractère matérialiste provient de ce que la détermination des faits psychologiques eux-mêmes est une détermination économique. Là, évidemment, on retrouve la problématique dont il a été question ce matin et les échanges au moment des questions. Hein, ainsi, le combat contre toutes les formes de ce que Politzer appelle maintenant en 1929 toutes les formes de métapsychologie semble à présent prendre la forme d'une réinscription plus avancée et plus radicale des éléments du drame individuel dans les structures du drame standardisé, pour reprendre la terminologie de Politzer. On peut supposer que le projet des matériaux, et surtout du fameux essai critique sur les fondements de la psychologie, est retardé précisément parce que Politzer mesure, sinon l'infaisabilité du projet, ça reste à discuter, du moins son extrême complexité et les détours nombreux qu'il va falloir faire par les disciplines connexes. La question qui se pose à présent, et dont la réponse détermine grandement les modalités de la reprise des thèmes politzériens dans le champ du marxisme français, c'est celle justement du statut de l'évolution de Politzer. Les contradictions de la notion de drame et du projet même de psychologie concrète ont-elles fini par imposer à Politzer le constat
quelles sont des contradictions inhérentes à l'idée même de psychologie, appelant de ce fait la disqualification radicale de ce mythe idéologique ou de ce mythe scientifique, ou bien un Pulitzer survivant à la Deuxième Guerre mondiale aurait-il été amené à tirer toutes les conséquences de son projet et à produire effectivement une théorie marxiste des faits psychiques, refondant du même coup l'épistémologie de la psychologie et la conception du fait anthropologique chez Marx. Sur tout cela, il convient de tracer quelques perspectives qui seront modestes et qui ne seront que des pistes sur les différentes voies du politzerisme dans le marxisme français. Ce qui m'amène à mon deuxième temps. Que faire avec Pulitzer? Philosophie, psychologie, marxisme. On peut envisager le devenir de la critique politzerienne de la psychologie dans le marxisme français selon deux grands axes. D'abord, selon que l'on se situe en philosophie ou dans le champ de la recherche en psychologie. On observe alors que des philosophes réinvestissent les lieux de la critique de Pulitzer en ce qui concerne la possibilité même de formuler une théorie marxiste de la psychologie et les éventuelles impasses théoriques que ça comporte. Et du côté des psychologues et des psychiatres communistes, en particulier ceux qu'on retrouvera du côté du CERN, du Centre d'études et de recherche marxiste, ou de la revue La Raison, les cahiers de psychopathologie scientifique, qui trouvent dans les thèses politzeriennes des pistes de recherche stimulantes et des intuitions qu'il va s'agir alors de faire fructifier. Mais un deuxième axe se dessine aussi, je l'ai déjà mentionné, c'est celui qui distingue entre les interprétations qui sont faites des évolutions même de Pulitzer et de sa théorie du. Du côté de la philosophie, c'est sans doute entre Louis Althusser et Lucien Sèvres que la question de ce qu'il convient de faire de Pulitzer se pose avec le plus d'insistance. La figure de Pulitzer et sa critique de la psychologie constituent l'un des lieux de l'opposition des deux philosophes sur la question de la possibilité d'une théorie marxiste, du psychisme individuel, et plus largement sur la question de l'anti-humanisme ou de l'humanisme dans le marxisme. Dans les quelques pages qu'Althusser consacre à la critique de la psychologie par Pulitzer, et dont certaines formules là aussi sont restées, elles ont été rappelées ce matin, les erreurs géniales de Pulitzer, ou Pulitzer qui est le Feuerbach des temps modernes, il insiste à chaque fois sur l'idée que Pulitzer n'a pas pu mener son projet de psychologie concrète, précisément parce que sa conception du concret en psychologie l'enferme dans une contradiction indépassable entre la nécessité pour la psychologie d'être incarnée dans une individualité concrète et pourtant la nécessité aussi de poser des principes théoriques abstraits lesquels doivent découler une théorie générale de la formation des individualités. Pulitzer n'aurait alors pas pris la mesure de la compromission idéologique, nous dit Althusser, de son concept de concret, et il est amené à une forme d'aporie. Plus largement, le débat entre Althusser et Sèvres restera celui, je l'ai dit, de la possibilité ou non d'une théorie marxiste de la psychologie. Althusser, considérant la psychologie comme une discipline faussement scientifique et surtout compromise idéologiquement, irrécupérable dans la perspective de son anti-humanisme théorique. La correspondance entre Sèvres et Althusser récemment publiée montre d'ailleurs bien cette profonde divergence quant au statut de la psychologie, Althusser estimant que c'est du côté de Freud et de Lacan qu'il convient plutôt de se tourner. On peut avoir en tête le moment fameux où Althusser lance à Lucien Sèvres « Tu dis que la psychologie attend son Marx, mais tu sais bien qu'il est déjà là et qu'il s'appelle Freud ». Lucien Sèvres s'oppose frontalement à Althusser en ce qui concerne sa critique de Pulitzer, en montrant de manière convaincante qu'il a, dès 1929, répondu aux reproches portant sur la nécessité de l'abstraction pour produire des concepts scientifiques. Et c'est vrai, on trouve une réponse de Pulitzer déjà sur la critique de l'abstraction dans ses articles. Mais surtout, Sèvres va s'efforcer, et il le fera tout au long de son œuvre, de montrer que les travaux de Pulitzer constituent au contraire un apport décisif pour la recherche marxiste, en ouvrant la voie à une compréhension renouvelée du psychisme et de sa formation. Sèvres voit notamment dans les réflexions du deuxième article de 1929 une préfiguration de son propre travail autour de la sixième thèse sur Feuerbach, dans laquelle Marx ramène l'essence humaine dans sa réalité à l'ensemble des rapports sociaux. Je ne vais pas ici retracer dans le détail le travail de Sèvres, il faudra se reporter au numéro 415 de la pensée. Mais un élément ici me semble intéressant d'être relevé en présence de Jean-Yves en plus, c'est qu'on trouve cette petite remarque dans le chapitre de son ouvrage de 2008 que Lucien Sèvres a publié, où il parle de Vygotsky en disant que Pulitzer va, aussi paradoxal que ça puisse paraître, va plus loin que Vygotsky, alors même que celui-ci est sans doute
d'après Sèvres aussi, hein, celui qui est peut-être allé le plus loin dans l'exploration de la dérivation sociale des fonctions psychiques supérieures. Il va plus loin dans son principe, évidemment, sans jamais avoir pu aller au-delà. Donc si la critique de Politzer a une dimension programmatique, c'est-à-dire qu'il commence là où Vygotsky aboutit, nous dit Sèvres, hein, c'est justement parce que, loin de tomber dans des contradictions indépassables, ça annonce au contraire une problématique majeure de la recherche marxiste en psychologie, le problème des ordres de détermination entre le social et le psychisme individuel, la question ancienne de la possibilité d'une science générale donc de l'individuel, et enfin, bien sûr, la question du contenu effectif de la psychologie concrète. Du côté... Ouais, c'est ce que j'ai aussi. Du côté de la recherche en psychologie, là, je ne fais qu'indiquer certaines pistes. Le temps m'est compté. On sait que, je l'ai dit, hein, il y a des psychologues et des psychiatres communistes pour reprendre la critique de Politzer et en faire quelque chose. Il s'est alors agi pour eux hein, d'aller plus loin que la simple célébration du héros communiste et d'ouvrir la voie à une poursuite des hypothèses de Politzer. Sans prétendre à l'exhaustivité, on peut mentionner ici les écrits de Rudolf Rollins, de Bernard Doré, de Bernard Mulhdorf, en ce qui concerne plus spécifiquement les rapports entre psychanalyse et marxisme, et Edith Clos. Je ne peux pas entrer dans le détail, hein, mais il y a un véritable ici intérêt, même pour la recherche en cours, à redécouvrir ces débats-là, qui ont lieu notamment au sein du CERN ou de l'IRM. Le point commun de Mulhdorf, de Roellins, de Doré, c'est que ce sont tous des lecteurs attentifs et intéressés par Lucien Sèvres. Par exemple, Roellins, hein, lui, essaye, dans un article pour La Pensée, de réinscrire Politzer dans une espèce de contre-histoire de la psychologie, en faisant notamment le lien avec les travaux d'Henri Wallon et d'Ignace Meyerson, dont il a été question ce matin. Donc, d'un travail, on pourrait dire, sur les structures élémentaires de la subjectivité chez Wallon et des formes historiques et culturelles du psychisme chez Meyerson. Mulhdorf, lui, hein, a énormément travaillé sur ce que la psychanalyse devait faire et pouvait faire à partir des critiques de Politzer. Hein. Et sa thèse, c'est que, évidemment, la critique de Politzer est valable et stimulante pour la psychanalyse, mais que Politzer n'a pas encore tout à fait saisi ce qu'il était possible de faire avec la psychanalyse. Enfin, Yves Clos, hein, dans un cahier spécial de l'IRM de 1982, souligne également les perspectives ouvertes par le programme critique de Politzer, notamment pour la psychologie du travail et pour la théorie de l'expérience du travail comme, je cite, processus continu de réappropriation et de recomposition des buts et des méthodes de la production, en repartant de la théorie marxiste sur la double nature du travail, abstrait et concret, et de ce que produit psychiquement la subordination de la deuxième forme sous la première. Ce panorama trop bref, très bref, hein, nous montre qu'il y a bien, hein, du côté de la philosophie et de la psychologie, des travaux qui se situent à la frontière des deux et qui engagent un devenir possible de la critique politzérienne. Je conclus. 3 minutes. Wow. Le travail engagé par Politzer sur une période très resserrée hein, comporte pourtant, on l'a vu, hein, même sur une période très serrée, d'importantes inflexions, de son inspiration kantienne à son évolution marxiste, si on veut aller vite. Hein. Mais ça en fait certainement en France le premier travail théorique d'ampleur pour mettre sur pied une conception marxiste des voies de formation et de fonctionnement du psychisme individuel et du même coup de la science qui doit les étudier spécifiquement. J'ai essayé de montrer hein, comment d'autres avant nous avaient, comme d'autres avant moi, hein, que cette tentative n'est pas condamnée à l'isolement ou au recouvrement. Il y a des ramifications à opérer dans un travail d'anamnèse historique et critique en ce qui concerne les liens entre sciences humaines et sociales et marxisme et les liens entre philosophie et psychologie. Et puis enfin, et je terminerai là-dessus, hein, il y a la possibilité de retrouver pour notre compte aujourd'hui quelque chose de la fougue de la critique politzérienne, hein, celle dont je suis parti au début. En effet, le projet d'une psychologie concrète, d'inspiration politzérienne et augmentée par les apports des autres disciplines et de la recherche marxiste, est aussi susceptible, comme à l'époque de Politzer, de mettre sur pied une arme théorique et politique contre toutes les formes de réductionnisme ou de biais idéologiques qui semblent guider de nombreux modèles actuels en psychologie et compromettent dangereusement les possibilités d'émancipation individuelle et collective qu'une psychologie d'inspiration marxiste, au contraire, évidemment, garde toujours à l'horizon. C'est ce que Politzer, en fait, avait vu avec une acuité étonnante
et qui a motivé sa critique impitoyable de toutes les formes de psychologie mythologique. Il serait, à mon avis, sans doute bon de nous interroger à notre tour sur nos mythologies contemporaines et sur leurs effets bien concrets. Je vous remercie. Merci. Parfaitement tenu le temps. La parole est à Alexandre Ferron. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en 1963-64, Louis Althusser, dont il a déjà été beaucoup question aujourd'hui, organise avec ses élèves un séminaire sur Lacan et la psychanalyse. Et dans son premier exposé, Althusser revient sur la réception française de la psychanalyse et sur la manière dont il a lui-même, en tant que membre d'une certaine génération philosophique, rencontré la psychanalyse. Et, dit-il, cette rencontre passe évidemment par la médiation des philosophes, et notamment les philosophies de Sartre et de Merleau-Ponty. Mais derrière ces figures philosophiques, derrière Sartre et Merleau-Ponty, se trouve, selon lui, l'influence décisive de Georges Politzer et de son ouvrage « Critique des fondements de la psychologie ». Alors, je cite un passage de son exposé du séminaire, où il est très clair là-dessus. « Pour nous, la rencontre philosophique de la psychanalyse en France passe par Sartre et Merleau-Ponty. Et cette rencontre que nous faisions dans Sartre et Merleau-Ponty, si nous avons la chance un jour de mettre la main sur cet ouvrage qui n'est pas réédité, qui a pratiquement disparu des bibliothèques, nous en trouverons l'origine dans Politzer. C'est par Politzer que ça a commencé. C'est par Politzer que la psychanalyse est devenue un objet de réflexion philosophique. Et c'est par Politzer que la psychanalyse est entrée dans la réflexion philosophique française, très expressément, sans aucun doute, chez Sartre et chez Merleau-Ponty. Et donc, un peu plus loin, après quelques développements, vous devez le lire parce que c'est fondamental pour la culture philosophique, pour la culture tout court d'ailleurs, c'est fondamental pour la culture de notre temps. Ce qui commence est tout le contraire de ce qui existait avant. Donc, souligne très fortement cette influence de Politzer, influence fondamentale, mais ayant, selon lui, également un effet tout à fait désastreux. Comme il le dit immédiatement après, et donc il y a toujours cette ambivalence de son rapport à Politzer, et c'est ce qu'on trouve notamment dans un ou 2 ans après, dans une lettre qu'il écrit à Guy Besse, Guy Besse dont il a été un peu question ce matin et qui était à l'époque directeur des éditions sociales, et c'est une lettre qu'il écrit au moment où il apprend qu'il y aura une réédition de l'ouvrage de Politzer aux presses universitaires de France. Et ça, il est absolument catastrophé par cette idée. Et il dit ça, il écrit ceci à Guy Besse, donc une lettre du 23 juin 65. La critique, donc la critique des fondements de la psychologie, est un texte génial, mais faux, et profondément idéaliste. Son génie est d'avoir compris l'importance décisive de Freud à un moment où presque personne en France ne l'a soupçonné. Son erreur est d'en avoir fait une exposition et une critique à 100% idéaliste et très précisément existentialiste. Ce n'est pas par une mauvaise lecture de Politzer que Sartre et Merleau en ont tiré le parti que nous savons, c'est très malheureusement par une lecture fidèle de Politzer. Le seul maître de Sartre est Politzer, son seul vrai maître. Bon, donc ça, au moins, c'est dit explicitement, en tout cas dans sa lecture et la généalogie qu'il construit à ce moment-là, où justement l'enjeu de ce séminaire, c'est d'introduire la lecture lacanienne de Freud contre cette lecture existentialiste, politzerio, sartro, merleau-pontienne. Et lui-même, à la même époque, il a pour projet de rééditer la critique des fondements de la psychologie chez Maspero dans sa collection Théorie, mais il insiste bien qu'il faut mettre au départ, avant le texte, une préface théorique que le lecteur serait obligé de lire et qui permettrait de montrer les limites de l'entreprise et l'impasse et le désastre que se constitue cet ouvrage. Donc il s'agit d'une espèce de préface de mise en garde, de surtout ne tombez pas dans le piège de cette lecture géniale mais fausse. Donc, bref, Althusser, il me semble, a quand même identifié, en tout cas, cette influence, il a mis le doigt sur quelque chose, a identifié cette influence décisive de Politzer et l'attrait aussi que pouvait constituer ce texte. Donc, l'influence décisive de ce texte sur le champ philosophique français et notamment l'influence sur Sartre. Et la manière dont
cette influence a joué plus largement un rôle sur ce qu'on pourrait appeler une première grande réception philosophique ou théorique de la psychanalyse en France. Première grande réception qui va peut-être des années 30 jusqu'au début des années 50 et qui sera ensuite assez férocement combattue et très largement discréditée aussi par la lecture lacanienne, le retour à Freud à partir des années 50, qui est dirigé à la fois contre Politzer et contre les philosophes qui sont en partie inspirés. Même si cette lecture ne disparaît pas, des noms ont été mentionnés, Lagache s'inscrit d'une certaine manière dans la continuité, ou bien l'ouvrage de Paul Ricoeur de 1965 de l'interprétation, et dans une certaine mesure la filiation de cette première réception philosophique de Freud. Donc l'enjeu de mon intervention sera de revenir sur cette influence de Politzer, sur la manière dont s'opère la réception française de Freud dans les années 30 et 40, en me concentrant sur la figure de Sartre, puisque l'influence de Sartre est déterminante, il me semble, non seulement pour sa critique, la critique qu'il propose de la psychanalyse, mais aussi pour sur la manière dont Sartre esquisse un dépassement possible de la psychanalyse. Et ça a déjà été dit ce matin, la psychanalyse existentielle sous ses diverses formes, que ce soit la forme que Sartre lui donne dans L'être et le néant, mais aussi les diverses formes que prend ce projet dans les différentes biographies existentielles de Sartre tout au long de sa trajectoire intellectuelle. Donc cette psychanalyse existentielle, se voulant d'une certaine manière, peut être lue comme une tentative pour réaliser cette idée que Politzer avait lancée dans le champ théorique et intellectuel dans les années 30, à savoir cette élaboration d'une psychologie concrète dont Benoît vient de montrer à la fois le caractère, l'ampleur du projet que ça représentait et le caractère tout à fait programmatique, puisque le premier livre du premier grand ensemble a finalement été publié. On a un petit élément de ce que devait être ce projet. Donc, je vais revenir rapidement sur les traits spécifiques, on va dire, du caractère politzérien de la réception française de la psychanalyse dans les années 30 et 40. Je vais aller assez rapidement, parce que Benoît en a reparlé rapidement, l'a bien exposé juste avant. Ensuite, je reviendrai plus précisément sur la critique sartrienne de la psychanalyse et la manière dont elle reprend un certain nombre de ces éléments-là, en me centrant sur l'être et le néant, mais il me semble qu'il y a quand même une certaine permanence dans sa manière de critiquer la psychanalyse, même si la réponse et le dépassement qu'il propose de la psychanalyse n'est pas identique. Et enfin, mais j'aurais sans doute pas le temps, je montrerai comment Sartre esquisse une nouvelle théorie du sujet de la méconnaissance de soi dans la suite de la critique politzérienne. Alors, premier point, j'aimerais bien revenir sur les caractéristiques communes de la réception de Politzer dans le champ de la philosophie française et la manière dont elle a été décisive, dont elle a influencé une certaine lecture de la psychanalyse pendant une vingtaine d'années. Alors, je vais dégager rapidement, en allant assez rapidement, un certain nombre de grands traits. Premier trait, il me semble, et Benoît en a parlé, c'est que la psychanalyse est vue comme une révolution au sein de la psychologie. C'est vu comme ce qui ne va pas nécessairement de soi. C'est-à-dire, d'une part, c'est dire que la psychanalyse s'inscrit d'abord et essentiellement dans le champ de la psychologie, est une contribution à la psychologie dans sa généralité, et pas une pratique thérapeutique, pas seulement une contribution à la psychopathologie, mais c'est la psychologie de notre époque, et ce qu'il y a de plus nouveau dans la psychologie. Deuxième chose qui lie à ça, la psychanalyse introduit une rupture fondamentale au sein de la psychologie et constitue un dépassement de la psychologie classique. Psychologie classique qui se caractérise par cette oscillation entre une psychologie subjectiviste et philosophique basée sur l'introspection et une psychologie qui se veut objectiviste et positiviste basée sur l'expérimentation.
Rupture à deux niveaux, double révolution. Premièrement, révolution dans la définition du fait psychologique, c'est-à-dire l'objet spécifique de la psychologie. C'est-à-dire on a affaire non pas à une réalité de type organique ou à une chose, mais quelque chose qui est de l'ordre de la signification ou du sens. C'est-à-dire le fait psychologique, ce n'est pas tel comportement ou telle conduite, mais la signification de ce comportement ou de cette conduite. Et donc la signification du fait psychologique est déterminée par sa place au sein d'une totalité ou d'un tout, à savoir le tout qu'est l'individu ou la personne concrète en question. C'est-à-dire le même comportement aura une signification différente selon les personnes différentes. Donc, on pourrait dire une espèce de conception holiste de la personne. Deuxième type de révolution introduite par la psychanalyse, révolution dans la méthode d'étude du fait psychologique, puisque le privilège épistémologique n'est ni du côté de l'expérimentateur extérieur qui mettrait en parenthèse la question du sens et tenterait d'élaborer des méthodes d'objectivation à même de saisir des corrélations nécessaires entre des phénomènes psychologiques, ni du côté de l'individu qui, par l'introspection, aurait accès au sens véritable de son comportement. C'est-à-dire le sens véritable d'un comportement n'est pas le sens conscient, et en ce sens-là, le sujet n'a pas de privilège épistémologique. Puisque finalement, le matériau objectif sur lequel on travaille, c'est, comme ça a été dit ce matin, à savoir un récit, le récit. C'est-à-dire des manifestations signifiantes d'un individu, mais ce récit par rapport auquel ni le psychanalyste, ni le psychologue, ni la personne qui produit ce récit n'est en situation privilégiée pour l'interpréter, ce qui donne la possibilité à la fois d'un travail d'interprétation et un travail d'interprétation à caractère objectif. Donc, premier trait. Deuxième grand trait de cette caractérisation, cette réception française de la psychanalyse, à la suite de Politzer, la révolution introduite par la psychanalyse est une révolution inachevée, c'est que la psychanalyse n'est pas allée au bout de sa logique, n'est pas entièrement cohérente. Et donc, il y a une rechute dans cette psychologie positive qu'elle aurait dû ou qu'elle a d'une certaine manière dépassé un certain niveau. Cela tient à la retraduction, c'est cette opération de retraduction de sa méthode et de sa pratique dans un cadre conceptuel qui devrait être dépassé, à savoir cette psychologie classique ou la métapsychologie. Et à ce moment-là, intervient notamment le présupposé réaliste dont Benoît a parlé juste avant. Donc, l'écart entre les significations dont le sujet est conscient, c'est-à-dire son point de vue limité et partiel sur ce qu'il fait et la signification de ce qu'il fait. Donc, l'écart entre les significations dont le sujet est conscient et la signification effective de ce qu'il fait, c'est-à-dire le fait psychologique replacé dans le tout de l'individu qu'il est, etc., est hypostasié ou réifié en deux instances psychologiques réelles et distinctes, la conscience et l'inconscient. Et donc, la différence gnoséologique, en termes de connaissance, est hypostasiée en une différence ontologique entre différentes réalités psychiques différentes. D'où la critique de l'inconscient, qui s'est reprise en fait de penseur en penseur pendant des années et des années. C'est la proposition, on pourrait dire, la plus étonnante de ce texte, l'une des plus étonnantes, c'est notamment dans le chapitre 4 de l'ouvrage de Politzer, c'est que le concept d'inconscient n'est pas ce qu'il y a de plus neuf et de révolutionnaire chez Freud, mais au contraire un héritage, un résidu non interrogé de la tradition psychologique positiviste, et donc en ce sens-là une régression. Donc je cite ces fameuses lignes. L'hypothèse de l'inconscient ne signifie pas pour la psychologie une grande conquête que l'on y voit habituellement, et d'autre part, la nouveauté, l'originalité de la psychanalyse ne peut pas résider dans la découverte et dans l'exploration de l'inconscient, puisqu'en un sens, l'inconscient ne représente dans la psychanalyse que la mesure de l'abstraction qui survit à l'intérieur de la psychologie concrète. Donc, c'est le résultat d'une retraduction réaliste de cet écart gnoséologique, comme je viens de dire. Donc, non pas une découverte révolutionnaire et nouvelle, mais le symptôme d'une rechute de la psychanalyse dans la psychologie classique. D'où l'idée que lance Politzer de la psychanalyse comme quelque chose de traversé, comme une entreprise traversée par une dualité ou une ambivalence entre des tendances
allant vers privilégiant le sens et des tendances positives ou réalistes. Entre d'une part ce qui serait de l'ordre de la pratique analytique et d'autre part de ce qui est de la théorie ou de la métapsychologie. Et donc la psychanalyse serait en décalage et même en retard à ce niveau-là sur sa propre pratique. C'est-à-dire la pratique est révolutionnaire, mais la théorie simplement reconduit cette psychologie du 19e siècle. D'où le succès de ce que Politzer lance à ce moment-là avec ce texte, c'est cette idée d'une psychanalyse sans inconscient. C'est-à-dire les phénomènes identifiés par Freud doivent être conçus autrement qu'au moyen de la notion d'inconscient qui serait philosophiquement ou qui aurait une inconsistance théorique fondamentale. Troisième grand élément, donc la tâche de la psychologie, c'est reprendre la psychanalyse d'une certaine manière pour réaliser enfin une psychologie scientifique, reprendre la psychanalyse comme cette pointe la plus avancée de la psychologie et comme esquisse de cette psychologie nouvelle à fonder, mais dépasser les limites de la psychanalyse et lui donner enfin, pour dire, la théorie de la conscience, la théorie du sujet, pourrions-nous dire, dont elle a besoin. Et ça va passer notamment à ce moment-là par une tentative de refondation, alors en partie une refondation de type, on peut dire, herméneutique, de la psychologie à partir de la pratique psychanalytique, mais aussi à partir de l'apport, par exemple, de la phénoménologie. Donc, j'ai l'impression que ce qui lance là, c'est cette idée donc, de psychanalyse sans inconscient et de refondation sur d'autres bases de la théorie du sujet dont aurait besoin la psychanalyse et dont manquerait la psychanalyse. Je vais maintenant aborder à grands traits ce que Sartre en garde, ce qu'il reprend. C'est-à-dire une fois qu'on dépasse... Comment ? 12 minutes. Donc, une fois qu'on dépasse l'image un peu caricaturale du Sartre qui refuserait par principe la psychanalyse, ce qu'on voit, c'est que la psychanalyse l'intéresse depuis toujours, d'une certaine manière, dès le départ, dès les années 20 et 30, c'est-à-dire cette époque qui a été, dans les histoires de la psychanalyse, tel que ça a été mis souvent en récit, on a mis en récit un espèce de retard français dans la réception de la psychanalyse. Mais en fait, c'est une époque où toutes les grandes œuvres de Freud sont traduites, la psychanalyse intéresse beaucoup les penseurs. Mais évidemment, cette réception n'est pas la réception la reconstruction que connaît les années 50. Donc, années 30, Sartre s'intéresse à la psychanalyse comme toutes les personnes de sa génération, et la psychanalyse est présente dans tous ses ouvrages des années 30, La transcendance de l'ego, L'esquisse d'une théorie des émotions, et surtout L'être et le néant, qui finalement, alors on retient souvent le chapitre sur la mauvaise foi au début de l'ouvrage, mais en fait le projet général de L'être et le néant débouche sur la formulation de l'idée d'une psychanalyse existentielle, et on retient la dimension existentielle de cette formulation-là, mais on oublie l'idée de psychanalyse, qui est prise très au sérieux par Sartre, et qui implique une reprise de la discussion sur d'autres bases, avec Freud, sur d'autres bases à la fin de l'ouvrage. Et donc, pour décrire rapidement la position de Sartre, je dirais qu'il s'agit d'une appropriation critique de la psychanalyse freudienne, où il s'agit, comme chez Politzer, de la reconnaissance de certaines découvertes décisives et incontournables, mais aussi de certaines insuffisantes qu'il est nécessaire de corriger pour bien comprendre ce qui a été vraiment découvert par Freud et que Freud n'a pas réussi à formuler théoriquement de façon satisfaisante. Et on pourrait dire l'impensé pour lui de Freud, c'est justement cette théorie du sujet et notamment cette théorie de la conscience, puisque pour lui, le problème chez Freud, c'est une théorie, on pourrait dire, naïve et trop classique de la conscience. On pourrait presque dire trop cartésienne de la conscience, et c'est ce qui amène, selon lui, à proposer le concept d'inconscient qui n'est pas tenable. Et ça rejaillit sur la notion centrale de la psychanalyse, à savoir l'inconscient, qui est une notion qui est ambivalente, qui oscille toujours entre deux modèles. Alors le problème, c'est que c'est son inconsistance, d'une certaine manière. Parfois, elle est pensée sur un modèle mécaniste et naturaliste, c'est-à-dire
presque sur le modèle d'un inconscient non psychique dans certaines formulations, et parfois sur le modèle d'une autre conscience qui serait en moi. Donc, on pourrait dire sur le modèle de la conscience d'autrui. Et donc, il y a une oscillation perpétuelle, selon ça, entre ces deux modèles pour penser la conscience. Mais au fond, il y a une incapacité, selon lui, à rendre compte de la spécificité qu'il y a à saisir, à savoir l'unité relative du sujet par-delà ses divisions et ses contradictions. C'est-à-dire, c'est un même sujet qui est divisé. Ou encore, la présence psychique de ce que la conscience méconnaît. Donc, l'enjeu pour ça, c'est rendre compte du décalage entre la conscience et les significations dont elle est porteuse, sans rompre l'unité du sujet. Et donc, pour cela, il faut une nouvelle théorie du sujet pour donner sens à ce que la psychanalyse découvre, et donc une nouvelle théorie de la conscience, mais surtout une nouvelle théorie de la méconnaissance. Repenser ce que veut dire méconnaître ce qui est, d'une certaine manière, là psychiquement. Et que Sartre considère qui est, finalement, c'est la psychanalyse fuit devant cette difficulté en réifiant la notion d'inconscient. Donc, dans ce cadre-là, l'importance de Politzer est importante, à la fois dans la critique de la psychanalyse et dans la manière de repenser l'apport de la psychanalyse à partir d'un dépassement de son cadre théorique. Voilà. Alors, il me reste, je pense, 5 minutes. Voilà. Donc, il me semble que il faut reprendre les choses à partir de la quatrième partie de L'être et le néant. Et on voit dans la quatrième partie de L'être et le néant, ça reconstruire de la même manière une espèce de généalogie, comme Politzer, entre la psychologie classique, la psychanalyse, et non pas la psychologie concrète, mais la psychanalyse existentielle, qui joue bien le même rôle que la psychologie concrète dans la généalogie que dessine Politzer. Donc, premier moment chez Sartre, critique de la psychologie empirique avec les différentes erreurs qu'il identifie, le présupposé analytique qui méconnaît la spécificité de la totalité qu'est l'individu, présupposé d'abstraction, c'est-à-dire l'abstraction qui méconnaît le caractère concret et singulier des phénomènes, c'est-à-dire qui fait du fait individuel un simple produit de l'intersection de lois abstraites et universelles. D'où ces formules, le psychiatre se satisfait lorsqu'il a mis en lumière les structures générales des délires et ne cherche pas à comprendre le contenu individuel et concret des psychoses. Pourquoi cet homme se croit-il telle personnalité historique plutôt que n'importe quel autre? Pourquoi son délire de compensation se satisfait de telles idées de grandeur plutôt que telle autre, etc. Donc, saisir la spécificité. Et ensuite, dernier reproche de adressé à la psychologie classique, à savoir s'arrêter à des données premières inexplicables. Deuxième moment, celui de l'apport de la psychanalyse, où est souligné chez Sartre comme chez Politzer la nouveauté et l'originalité de la méthode psychanalytique, puisque Sartre se revendique ouvertement de la psychanalyse freudienne, qu'il appelle la psychanalyse empirique à ce moment-là. Il dit l'esquisse première de cette méthode, donc la psychanalyse existentielle, nous est fournie par la psychanalyse de Freud et de ses disciples. Et il insiste dans cette quatrième partie sur en quoi sa psychanalyse s'inspire de celle de Freud et qu'il accepte cette méthode de la psychanalyse avec ses différents traits, conception, que lui repère, la conception holiste de l'individu. L'individu est un tout dont chaque partie, comportement, parole, sentiment, exprime d'une certaine manière ce tout, et il s'agit pour saisir la signification de chaque comportement ou fait psychique, il faut le ressaisir à l'intérieur du tout. Et la tâche de la psychanalyse, c'est de remonter de ces parties vers le tout, par un travail de déchiffrage. Deuxième élément, la singularité de l'individu est le produit de son histoire. Il n'y a pas de données premières, mais on pourrait dire il y a quelque chose comme une espèce de dynamisme avide qui va ensuite venir se fixer par une histoire. Donc l'individu est le produit de son histoire. Et donc la tâche de la psychanalyse, c'est de ressaisir cette histoire, d'une certaine manière, dans sa dimension vécue, c'est-à-dire qu'on n'a pas à faire des événements purs, mais
l'événement et la manière dont il s'est cristallisé pour un individu, qui a été intégré dans le coup qu'il est, dans le drame vécu. Troisième trait, il s'agit de définir les cadres généraux de saisie des phénomènes psychologiques, et c'est à ce moment-là où Sartre va proposer son concept de projet par opposition au concept de complexe chez Freud. Et enfin, troisième élément, cette idée d'un certain décentrement du sujet, c'est-à-dire le sujet n'est pas en position privilégiée pour se connaître lui-même. Et donc, il y a une méconnaissance fondamentale de soi et indépassable d'une certaine manière du sujet. Comme l'écrit Sartre dans la 4e partie, l'une comme l'autre, nos deux psychanalyses n'estiment pas que le sujet soit en position privilégiée pour procéder à ses enquêtes sur lui-même. Donc, dépassement très net de cette idée que le sujet serait dépositaire des significations. Donc, elles se veulent l'une et l'autre une méthode strictement objective, traitant comme des documents les données de la réflexion aussi bien que les témoignages d'autrui. Troisième moment de cette reconstruction et reprise du geste politzérien, à savoir cette infidélité de la psychanalyse à son propre projet. Elle n'est pas allée jusqu'au bout et la théorisation est restée en deçà de ses avancées. Insuffisance autour de la question du principe d'unification de l'individu avec un résidu psychobiologique d'une part et aussi une reconduction à des lois abstraites, des symbolisations universelles, etc., complexe de Nip, etc., toute la métapsychologie de Freud. Ensuite, alors c'est plus spécifique à ça, c'est la question du fait que la temporalité, l'historicité du sujet est manquée avec un privilège accordé au passé par rapport au futur, c'est-à-dire la manière dont l'individu se projette dans l'avenir. Et en retour du réalisme et de la causalité mécanique subreptice, en remplaçant ce qu'il appelle un déterminisme psychologique horizontal par un déterminisme vertical. Et enfin, dernier élément, l'incapacité de rendre compte du statut gnoséologique du sujet par rapport à ce qu'il ignore de lui-même. C'est-à-dire le sujet ne se méconnaît, ne connaît pas le sens ultime de ses conduites, et en même temps, il est placé devant, et c'est ce qu'identifie Sartre, c'est même si le sujet méconnaît et ne connaît pas le sens ultime de ses conduites, en même temps, quand il est placé devant l'interprétation véritable, il peut reconnaître la vérité de ce qu'il est. Il y a une illumination et une forme de reconnaissance. Ça veut dire, d'une certaine manière, qu'il savait, d'une certaine manière, ce qu'il ignorait en même temps. Et c'est de ça qu'il s'agit de rendre compte. Alors, donc le problème de la psychanalyse, pour Sartre, c'est son défaut de radicalité, c'est qu'elle constitue une solution de facilité devant la vraie difficulté, et elle reste prisonnière finalement des partages cartésiens, puisque, selon lui, face à ce phénomène ce qu'est les phénomènes de méconnaissance de soi, cette méconnaissance de soi est soit reconduite à la conscience comme pur rapport réflexif et explicite à soi, c'est une pleine connaissance de soi, soit à quelque chose qui est purement mécanique et qui relève de la matérialité inerte. Ou comme il le dit dans un entretien de 1970 où il revient très longuement sur son rapport à la psychanalyse, qui s'appelle Sartre par Sartre, il dit « L'inconscient est d'abord une autre conscience, puis le moment d'après, autre que la conscience ». Et donc, de nouveau, on trouve cette oscillation. L'autre de la conscience, c'est l'inconscience sur le modèle de la conscience d'autrui, qui se joue de nous d'une certaine manière, et l'autre de la conscience, c'est l'inconscience sur le modèle de ce qui est radicalement différent de la conscience, à savoir qui est l'ordre du mécanique, de l'organique. D'un côté, on préserve la dimension psychique de l'inconscient, mais on scinde absolument le sujet en introduisant une altérité absolue au sein du sujet lui-même. C'est-à-dire le rapport conscience-inconscient est en fait pensé sur le modèle de ma conscience face à celle d'autrui, ou bien on préserve l'unité du sujet au prix de l'introduction d'un dualisme ontologique entre l'esprit et le corps, etc. Et donc, si je peux
juste conclure. Donc, les concepts psychanalytiques, leur défaut principal, c'est ce que Sartre reconnaît, c'est une dimension métastable, c'est qu'elle juxtapose sans synthèse des caractéristiques ontologiques les plus différentes. Et elle passe tantôt de l'une à l'autre, mais sans élaborer un modèle cohérent. Et donc, ce qu'il faut pour lui, c'est élaborer justement, et c'est ça la tâche qu'il se donne, notamment dans l'être aliénant, c'est élaborer cette théorie du sujet et théorie de la méconnaissance de soi qui est à même de rendre raison de ce phénomène-là. Alors, du coup, je ne vais pas pouvoir aborder cette dimension positive de la reconstruction, mais on pourra éventuellement, et juste pour le dire en un mot, mais c'est vraiment en un mot, c'est la formule, par exemple, qui lance du mystère en pleine lumière. Et c'est une nouvelle manière de concevoir le rapport entre ce qui est visible et ce qui est invisible pour le sujet. Mais on pourra y revenir dans les questions. Donc, je laisse la parole. Donc, nous allons entendre maintenant Antoine Duarte. Si. C'est ça qu'on dit? Si. Euh, bon, avant toute chose, vraiment, je à la fois tenais à remercier Benoît Lépina l'invitation et quand même voilà, à dire quelque chose de mon émotion à intervenir dans un colloque littéraire. C'est voilà, une trajectoire très personnelle et intime. Qui a débuté à l'âge de 12 ans, mon père qui me donne comme principes élémentaires de philosophie à lire. Voilà, il faut lire et à la fois un compagnon de route pour moi, et je le découvrirai bien plus tard. C'est voilà, vous voyez une trajectoire particulière. Voilà. C'est pas notre vie comprenne. Et je le redécouvrirai plus tard, en fait, en tant que psychologue. Des propositions qui sont les siennes. Et donc, aujourd'hui, me retrouver dans un colloque comme celui-ci, voilà, je signifie à la salle quelque chose qui est assez émouvant pour moi. Bon, moi, je vais parler quand même du point de vue du psychologue. Hein. Il y a énormément de choses qui ont été dites et bien mieux que moi. Donc, je vais essayer de dire quelque chose à la fois de ma pratique de psychologue, mais aussi d'enseignant-chercheur à l'université en psychologie. C'est assez intéressant puisque en étant moi à l'université en psycho, je vois que il y a des décalages sur ce qui est intéressant et important pour moi chez Polyzer. Il y a vraiment un intérêt très, très spécifique de la critique de Polyzer à la psychanalyse, alors que moi, c'est un autre type de critique qui m'aide. Je vais essayer d'en dire quelque chose. Bon. Je vais donc traiter à la fois peut-être des enjeux, en fait, des batailles, mais des combats épistémologiques et méthodologiques que Polyzer me permet de mener, moi, à l'université, et notamment arrimé à la psychodynamique du travail, et j'essaierai de mettre en lumière la manière dont pratiquement je pense que nous essayons en psychologie du travail un prolongement original avec des décalages, mais du projet de psychologie concrète. Peut-être vous n'êtes pas, vous ne savez pas exactement peut-être ce qu'est la psychologie du travail, donc je vous explique, c'est une discipline qui peut être définie comme l'analyse dynamique des processus psychiques qui vont être mobilisés par la confrontation de l'être humain à la réalité du travail. Voilà. Donc, dans cette définition, le terme dynamique va renvoyer un certain nombre de conflits qui surviennent dans la rencontre entre un sujet qui est porteur d'une histoire singulière, qui est préexistant à cette rencontre, et une situation de travail dont les caractéristiques sont, pour une large part, fixées indépendamment de la volonté du sujet. J'ai une protestation en ligne parce qu'on vous entend mal. Je vais mettre ça là. Ah, d'accord. Peut-être je vais parler un peu plus fort. Donc, des caractéristiques de l'organisation du travail qui sont pour une large part fixées indépendamment de la volonté du sujet et qui vont s'inscrire dans des rapports sociaux de domination. Donc, cette discipline, dès son origine, qui est fondée par un psychiatre du nom de Christophe Dejour, va reprendre à son compte le postulat du primat du terrain, qui énonce que les conceptualisations partent du terrain, du drame vécu, je cite, hein, et s'originent dans une pratique toujours concrète. Je cite Christophe Dejour. C'est pourquoi nous considérons donc dans cette discipline que l'élaboration conceptuelle est assujettie au primat de la praxis, au primat du travail vivant. Car ainsi que le souligne Marx et Engels dans l'idéologie allemande, c'est là, je cite, c'est là où cesse la spéculation, c'est dans la vie réelle,
que commence donc la science réelle, positive, l'analyse de l'activité pratique, du processus de développement pratique des hommes. Donc la psychologie du travail se rapporte avant toute chose à des investigations qui se font sur le terrain, en situation réelle de travail. Ainsi, sa démarche est-elle clinique, caractérisée par son point de départ. Elle part du terrain, elle se déploie sur le terrain et retourne constamment au terrain. Ces postulats de départ sont très loin de faire l'unanimité en psychologie aujourd'hui et font face à un mouvement qui, bien qu'il soit séculaire, les travaux de Politzer en attestent, s'avère remarquablement puissant de nos jours. Ce mouvement consiste à imiter, voire à singer les méthodes dites des sciences dures, en y introduisant des outils de mesurage dans le but de justifier de la scientificité d'une recherche. Nous voyons ainsi, en psychologie, se multiplier dans la méthodologie de recherche des grilles de mesure, des échelles d'auto-évaluation, des questionnaires, des mesures par neuroimagerie, qui répondent à l'unique besoin de se conformer à un modèle visant une mesure objective et quantitative des résultats scientifiques. Dans ce contexte, et dans le domaine de la psychologie, le vieux débat épistémologique portant sur les procédures de raisonnement scientifique aboutit à l'imposition d'une conception de la recherche au sein du milieu de la psychologie universitaire française, mais aussi mondiale, qui conduit à l'affirmation que la seule méthode scientifiquement valide serait en somme la démarche expérimentale par mesurage quantitatif des données. En outre, toute référence aux rapports sociaux, à la domination ou à l'aliénation est suspecte. Disqualifiée en tant que relevant du militantisme et souvent rejetée aussi comme relevant de l'analyse politique, c'est un gros mot en psychologie, hein. Philosophique, autre gros mot, pire sociologique, alors là c'est carrément l'insulte suprême. Donc par exemple, ce qu'on voit beaucoup, c'est la centration de plus en plus dominante de la recherche sur les mécanismes de cognition a comme conséquence, ou peut-être plus précisément comme visée, d'abstraire l'investigation psychologique de l'être humain de son milieu et de ses déterminants sociaux. Et c'est là où la fougue évoquée par Benoît tout à l'heure, la fougue de Politzer, la fougue politzerienne, nous aide beaucoup. Donc, dans les critiques, il va notamment critiquer très fortement les fondateurs de la psychologie, certains fondateurs de la psychologie expérimentale, notamment Wilhelm Wundt et Théodule Ribot. Je cite Politzer. Wundt surgit d'abord pour préconiser la psychologie sans âme et commence la migration des appareils de laboratoire de physiologie dans ceux des psychologues. Quelle fierté, quelle joie! Les psychologues ont des laboratoires et ils publient des monographies. Plus de disputes verbales. Calculez-mousse. On tire des logarithmes par les cheveux et Ribot calcule le nombre des cérébrales pour savoir si elles peuvent loger toutes les idées. La psychologie scientifique est née. Donc, c'est vrai que quand on est, voilà, comme moi, chercheur en psychologie, lire Politzer a un effet de libération, quoi. Quelqu'un qui met les pieds dans le plat et est capable d'opposer une critique. Et quand on voit que c'est une critique qui est 1929 et elle est tellement actuelle, donc il y a un effet de libération et ça permet aussi de comprendre pourquoi Politzer n'est plus et n'est pas enseigné à l'université en psychologie. Pour ça, il faut qu'on se retrouve avec des philosophes pour parler de Politzer. Je recite un autre extrait de Politzer, c'est un peu un plaisir pour moi, c'est quand il va parler de la méthode expérimentale chez les psychologues. C'est le physicien qui en a la vision sérieuse. Lui seul ne joue pas avec elle. C'est entre ses mains uniquement qu'elle reste toujours une technique rationnelle, sans jamais dégénérer en magie. Le physiologiste a déjà une forte tendance à la magie. Chez lui, la méthode expérimentale dégénère souvent en pompe expérimentale. Mais que dire du psychologue? Chez lui, tout n'est que pompe. Mais c'est juste pour indiquer que c'est une manière de rentrer en fait dans la critique et qui permet en quelque sorte de supporter le fait qu'on puisse avoir des décalages vis-à-vis de ça. Donc, je ne vais pas répéter un certain nombre de choses qui ont été beaucoup mieux dites par Benoît et par Alexandre, mais ce que formule Politzer, il va indiquer que la tâche du psychologue devra désormais consister en l'étude et la compréhension de l'individu dans son vécu singulier, dans ses expériences concrètes, en se débarrassant de l'abstraction et de ses égarements objectivistes et physiologistes. Cette idée sera reprise par Christophe Dejour dans Travail sur mental, notamment dans un texte fondateur. Donc c'est un texte fondateur de la psychologie du travail. Je cite Christophe Dejour. Une fois pour toutes, nous laisserons de côté les observations quantitatives, les questionnaires ouverts et fermés, les patterns comportementaux, qu'il s'agisse de l'économie des gestes répétés, des ratés du comportement productif ou de l'augmentation des performances.
En d'autres termes, toute la psychologie abstraite qui laisse délibérément la vie mentale elle-même, c'est-à-dire l'émotion, l'angoisse, la rage, le rêve, les fantasmes, l'amour, tout sentiment éprouvé qui échappe à l'observation dite objective. Politzer, donc dans son combat philosophique et scientifique contre la psychologie abstraite, va contester, comme j'ai dit, le recours à la physiologie pour comprendre le rêve. En effet, la traduction physiologique du rêve, telle qu'elle est proposée notamment par Carl Binz, qui est une des figures qu'il va critiquer dans la critique, la traduction physiologique du rêve, telle qu'elle est proposée par Carl Binz, implique l'idée que celui-ci est le fruit simultané d'un travail isolé de certains groupes cellulaires et d'une inactivité pendant le sommeil des parties du cerveau qui groupent et qui associent. Pour Politzer, cette conception nous renvoie à nouveau dans l'abstraction et nous conduit à verser dans des explications causales impersonnelles. Cette compréhension biologique du rêve conduit immanquablement, selon Politzer, à répéter des affirmations générales relatives au rêve et à construire des nosographies artificielles et abstraites. En somme, il indique à nouveau que toutes ces notions abstraites ne disent rien de l'homme et de sa vie dramatique. Ces catégories pseudo-scientifiques évitent soigneusement d'étudier l'être humain dans le concret de son existence, c'est-à-dire à la première personne. En d'autres termes, l'ensemble théorique produit par la psychologie physiologique ne correspond, selon lui, à aucune réalité psychologique. De surcroît, elle contribue à scinder l'individu en distinguant le comportement et la vie intérieure. Dans cette perspective, Politzer, en déployant un monisme psychologique affirmé, proclame que le projet de la psychologie contemporaine est désormais de dissoudre le mythe de la nature double de l'homme. Par ailleurs, Politzer, en se fiant aux travaux de Freud, pense cette conception qui fait du rêve quelque chose de purement organique et va saluer le geste freudien qui en fait au contraire un fait psychologique au sens plein du mot, c'est-à-dire un fait ayant un mécanisme propre. Dans cette perspective, l'authenticité du fait psychologique, ce qui constitue sa singularité, est le fait que le rêve est la réalisation d'un désir possédant un sens propre à l'expérience singulière du sujet. En conséquence, Politzer déclare que la refonte des fondements de la psychologie doit conduire à l'avènement d'une nouvelle psychologie, dont la psychanalyse va constituer une source d'inspiration, malgré toutes les critiques. Cette psychologie, qu'il appelle de ses voeux, est la psychologie concrète, dont la visée sera l'étude de l'homme concret par la recherche et la compréhension du sens du drame via la parole du sujet. C'est donc bien dans le sens rapporté à une première personne, par un sujet qui dit « je », que le fait psychologique se distingue de tous les faits de la nature. C'est pourquoi, aujourd'hui, suivant Politzer, en psychanalyse du travail, et je pense que les psychologues pourraient s'appuyer sur le principe que toutes les conduites, les comportements ou les attitudes humains ont un sens qu'il s'agit de comprendre par l'intermédiaire du récit du sujet, en accordant le primat à la question du sens dans la situation. Ce principe est également directeur pour les chercheurs en psychodynamique du travail. Je vais, dans cette perspective, maintenant présenter rapidement un extrait d'une enquête en psychodynamique du travail pour donner corps à ce que représente une reprise et un prolongement des thèmes politzériens chez un psychologue dans le champ de la psychodynamique du travail. Alors, la présente enquête s'inscrit dans le cadre d'une recherche dans laquelle qui souhaitait comprendre les effets de la crise sanitaire sur l'organisation du travail, la culture palliative, puisqu'on est intervenu en soins palliatifs, je vais vous présenter le terrain, et la santé mentale des soignants. L'investigation proposée a ici pour objectif de produire des conditions de mise en discussion du travail à partir de la parole de travailleurs, de travailleuses volontaires exerçant au sein d'une unité de soins palliatifs. L'investigation, de manière plus générale, vise à mobiliser la réflexion des participants sur l'analyse qu'ils ont des problèmes concrets et peut-être des ressources ou des marges de manœuvre dont ils disposent pour dépasser les difficultés inhérentes à la réalisation de leur travail. L'enjeu méthodologique est d'organiser un groupe constitué de volontaires qui sont disposés à parler de ce qu'ils vivent au travail, à écouter ce que les autres en pensent et à chercher à comprendre ensemble ce qu'il se passe et le sens de la situation. Pour atteindre cet objectif, on insiste un certain nombre de prérequis, notamment le volontariat et l'anonymat et la confidentialité. Ainsi, on a organisé 3 réunions d'une demi-journée et ensuite une séance de restitution-validation de l'écrit auprès des participants. Comme ça, vous avez un peu l'idée, le cadre.
Avant de démarrer, je vais juste vous citer, je me suis amusé, je suis allé sur Google Scholar, j'ai regardé, j'ai tapé des mots-clés, c'est comme ça qu'on vous apprend aujourd'hui à faire une recherche bibliographique à la fin de psycho, c'est terrible. Les philosophes, à chaque fois que je leur raconte les trucs, ça leur fait péter un câble, et des fois ils me disent que je mens, que c'est pas possible d'être aussi bête, je vous promets que c'est possible. Donc c'est assez terrifiant, et donc on vous apprend à faire des recherches par mots-clés sur des bases de données, comme sur Google. Donc j'ai fait comme on apprend aujourd'hui aux étudiants, et donc j'ai tapé Covid, soignant, santé mentale. Et je suis tombé sur la première étude qui arrive, et juste pour que vous ayez en tête ce que c'est que la psychologie abstraite aujourd'hui. Et après, je vais en contrepoint vous présenter ça. Cette étude, je lis le résumé, hein. La Covid-19, qui est apparue en Chine en 2019, s'est propagée à travers le globe terrestre, causant au passage des dommages importants. Cette pandémie a généré des situations stressantes et entrave significativement à la santé mentale, c'est pas très bien traduit, et psychosomatique de la population mondiale, singulièrement des personnels médicaux et paramédicaux. C'est pourquoi nous avons trouvé judicieux de nous intéresser à la perception du risque, l'intelligence émotionnelle et la santé psychologique des soignants relativement à cette pandémie redoutable. Pour le faire, nous avons collecté un ensemble de données à partir d'un questionnaire composite que nous avons soumis à 180 participants âgés de 26 et 63 ans. Bon, il y a des moyennes et des écarts types, recrutés parmi les professionnels de la santé. Ils ont été sélectionnés grâce à la technique d'échantillonnage aléatoire simple. Les résultats de cette étude permettent de constater que l'intelligence émotionnelle est corrélée au bien-être psychologique, donc avec un R de Bravé-Pearson à 0, voilà, bon, tandis que la perception du risque est corrélée à la détresse psychologique. De pareils résultats montrent l'impact de la perception du risque et de l'intelligence émotionnelle sur la santé psychologique des professionnels de la santé. C'est de la psychologie abstraite. C'est-à-dire, et donc, qu'est-ce qu'ils disent? C'est qu'en fait, si vous avez une intelligence émotionnelle, vous avez mieux vécu la Covid-19, alors que si vous n'avez pas une bonne intelligence émotionnelle, il y a une détresse psychologique. Je vous promets que c'est le premier article qui tombe. Je vous jure, je n'ai pas triché. J'ai fait comme ça. Maintenant, je vais parler de l'enquête. Vous voyez un peu quels sont les enjeux et les prolongements. Voilà, mon point de vue, c'est que comment Polyxer, quand même, pour les psychologues, en tout cas, même s'il n'achève pas son projet, il ouvre des voies. Il ouvre des voies. Et soit on s'y engage, soit on s'y engage, avec des décals. L'investigation, maintenant je vais parler de l'investigation avec les groupes de membres. L'investigation débute classiquement par une question formulée par les praticiens-chercheurs, on est deux à intervenir, donc là c'est avec une collègue, Isabelle Germier, portant sur les difficultés vécues dans le travail par les participants. Ici, un premier élément est tout d'abord évoqué par une soignante, mais qui ne sera pas repris immédiatement et réside en la peur d'être contaminée par la Covid-19, ainsi que celle de contaminer ses proches. Une deuxième participante insiste quant à elle sur le fait que c'est plutôt l'absence de reconnaissance, de la part de la direction notamment, qui est centrale pour elle. Ce point, davantage que le premier, provoque une discussion à laquelle l'ensemble des personnes présentes va contribuer. Se dégage ici essentiellement l'idée que, sur le fond, les liens entre les personnes, et en particulier avec la hiérarchie, se dégradent. Dès qu'on essaye, donc quand je fais comme ça, c'est des verbatims, hein, dès qu'on essaye de remonter des problèmes, d'apporter des changements, on se prend 4 murs. Le constat de cette dégradation est partagé par l'ensemble des participants, mais il n'est pas homogène. En effet, on évoque la manière dont une nouvelle organisation du travail a été douloureusement vécue. On nous fait part d'une inquiétude grandissante face à la menace de l'instauration d'une course à l'activité, rythmée par les demandes des autorités de tutelle, l'ARS notamment. On nous parle également de problèmes plus anciens et qui se sont déjà traduits par des aménagements et des changements sur les postes de travail. Certains ont changé de service ou bien ont changé d'horaire de travail. D'autres nous expliquent qu'ils ne connaissent pas directement ces difficultés dans leur service, car il existe des coopérations, mais que le contexte général de l'unité se dégrade. Nous y reviendrons, mais ce qui est évoqué par l'ensemble des participants est un délitement, voire un délabrement des espaces de discussion au sein desquels sont débattues les questions relatives à l'activité de soins. Cette intensification du délitement de la délibération va être longuement illustrée par l'évocation de la crise sanitaire et de ses incidences sur le travail des participants. Alors que les situations de travail sont abordées pour mettre en exergue les difficultés rencontrées dans la coopération, une participante va introduire une thématique qui structurera l'ensemble des échanges qui suivront dans l'enquête. Le Covid, ça a mis à mal la cohésion. On peut quand même parler du Covid, nous demande-t-elle. Nous répondrons qu'ils peuvent parler de ce qu'ils jugent important. Débute alors une discussion dans laquelle nous, chercheurs, allons être plongés
et dont nous pouvons le dire aujourd'hui, nous ne sommes pas sortis indemnes. L'expérience des interdictions auxquelles ont été soumis les soignants reste vive aujourd'hui et constitue encore une source de souffrance pour la majorité des personnes présentes. Il y a eu des interdictions avec lesquelles on n'était pas d'accord. Les interdictions qui les ont le plus marquées portent essentiellement sur 2 points. 1. La suspension et la réduction des visites des proches des patients, et plus spécifiquement lors des 15 premiers jours après l'annonce du premier confinement, en mars 2020, moment pendant lequel l'interdiction a été totale. Ensuite, le deuxième point, le changement de protocole des toilettes mortuaires. De nombreux récits, souvent tragiques, de familles suppliant les soignants de pouvoir voir leurs proches ont alors été relatés. La douleur d'avoir eu à faire face à ces situations est partagée, mais là aussi, le vécu ne saurait se réduire à une forme homogène. Les personnes n'ont pas occupé les mêmes postes et la manière dont a été vécue et traitée cette souffrance n'est pas uniforme. Mais dans l'ensemble, nous comprenons que la crise sanitaire a opéré une rupture irrévocable dans l'expérience vécue des soignants. Est-ce qu'on reviendra comme avant, se demande ainsi une des participantes. À cette question, la plupart répondent par la négative. Ça ne pourra jamais revenir comme avant. De toute façon, la 3e, la 4e vague, ce sera sans moi. Rentrons dans le détail de la rupture engendrée par les directives relatives au traitement de la crise sanitaire. Les interdictions des visites des familles ont eu des incidences sur la manière dont les patients ont été traités pendant cette période. Personne n'était d'accord, mais on n'a pas dit. En fait, on acceptait tout. On était dans la panique, c'était la peur. Ainsi, pouvons-nous plus clairement comprendre la souffrance vécue par les soignants? Plus précisément, nous allons décrire une situation évoquée lors d'une séance. D'autres exemples pourraient figurer dans cet écrit, mais il ne servirait qu'à ajouter des situations sans forcément que nous puissions gagner en compréhension. Une soignante décrit le moment où la femme d'une patiente supplie en hurlant de laisser sa fille pour voir le corps de son père alors qu'il venait de décéder. La directive était alors de ne laisser accéder qu'une seule personne de sa famille. Les hurlements de la mère d'une part, les pleurs et les supplications de la fille conduisent les infirmières et les aides-soignantes présentes à se référer à leur cadre infirmière. Elles souhaitaient savoir si elles ne pouvaient pas exceptionnellement laisser accéder les 2 proches à leur chambre. Le cadre a alors refusé cette dérogation en rappelant la règle. Ici, il n'y a pas de passe-droit. Comme nous l'évoquions, de nombreuses autres situations de ce type nous ont été décrites. Ce qui fera dire à un participant, c'est totalement inhumain ce qu'on a fait, et c'est traumatisant. Notons qu'une participante ne dira pas avoir vécu les choses de la même manière. Elle juge qu'elle n'a pas participé à des actes qu'elle réprouve, car, dit-elle, tout le monde devait participer à la lutte contre le virus. Ne pas voir les proches, c'était pour les patients leur manière de participer à l'effort collectif. Dans ma tête, tout le monde devait participer à l'effort collectif, les patients y compris. Mais à part cette participante, toutes sont d'accord pour dire que les directives ont eu des répercussions inacceptables sur leur travail. Tout ce qu'on ne devait pas faire, on l'a fait. Ces discussions font apparaître un registre de souffrance que nous décrivons en psychodynamique du travail sous le vocable de souffrance éthique. C'est une souffrance qui réside dans le fait de contribuer à des actes qui vont à l'encontre de son sens moral. Et ici, la souffrance éthique apparaît de manière brute, presque sans filtre, et c'est assez rare pour être souligné. En effet, une participante explique: la peur, c'est dingue ce que ça te fait faire. Je me rends compte aujourd'hui. Par exemple, j'étais en colère quand quelqu'un ne portait pas le masque. Je suis devenu la police. On chassait dans les chambres les personnes qui étaient droits. Avec le recul, je me dis que c'était pas bien de faire ça. Une autre dit: je me souviens, c'est moi qui ai demandé les vigiles en bas de l'accueil. Après, il y a des vigiles qui étaient là pour traiter les problèmes avec les familles. D'autres relatent avoir découvert des réactions insoupçonnées chez certains collègues. Quand j'ai dit « je ne suis pas vigile », je me suis fait hurler dessus par une collègue. On se dit, en fait, elle est comme ça, elle. Mais c'est méchant ce qu'elle dit. Je me suis vraiment dit, elle est comme ça, elle. La peur a, semble-t-il, eu comme effet de tétaniser la pensée des soignants. Cette maladie faisait peur et on a obéi sans réfléchir. Ces répercussions sont donc advenues à la conscience dans l'après-coup. La prise de conscience se situe aujourd'hui dans l'évocation d'un travail de réparation à réaliser au sein de l'institution. On essaye de réparer, mais la noirceur, j'entends encore ça. C'est vrai, ça a fait sortir le côté noir des personnes. On était en colère, et c'est une colère qui n'est pas accessible à la discussion. Précisons que les personnes ont été plongées dans une situation inédite et massive qui a bouleversé la société tout entière. La crise sanitaire a provoqué une déstabilisation inouïe de la situation de travail. Tous ont été pris à leur corps défendant dans ce maelstrom qui a conduit à la réalisation d'actes qui constituent aujourd'hui encore une source de souffrance. On était dans un réflexe de survie, on avait la trouille, explique une des participantes. Mais là aussi, les conduites des soignantes n'ont pas été équivalentes au sein de l'institution. Certaines ont essayé d'aménager,
d'adapter, voire de transgresser les directives sanitaires. Le port du masque s'inscrit également dans une réflexion autour de la qualité du travail. Ici, dans cette institution, même pas, on est dans une culture du visage. Quand les patients ne voient pas nos visages, ne nous reconnaissent pas, c'est difficile. Nous savons que dans ces situations, il est possible de préserver, il est difficile de préserver quelque chose du soin, de la culture de métier et de l'institution. Lorsque la délibération et les espaces de discussion connaissent un délitement antécédent à une situation critique, cette dernière vient révéler et accentuer les difficultés déjà présentes au sein d'un collectif. Or, les soignants devaient attendre les directives de l'ARS et souvent, il fallait appliquer des protocoles qui parfois étaient jugés aberrants. En outre, lorsque les directives apparaissent comme inutiles dans l'après-coup, la souffrance se fait plus présente. Par exemple, certains ont expliqué que la manière dont le corps des personnes décédées devait être traité n'a servi à rien, car le virus n'était plus expulsé par la dépouille des patients. Pour terminer, les conduites défensives permettant de lutter contre la peur entravent les capacités de pensée des sujets et vont nuire à la délibération. On était dans des réflexes de survie. Ces réflexes n'ont rien d'automatique et sont érigés par les travailleurs et les travailleuses elles-mêmes dans le but de tenir dans la situation. J'ai combien de temps encore? 5 minutes. Alors, ainsi, différentes formes de conduite et réactions ont on a identifié un certain nombre de... Les membres du groupe ont insisté à plusieurs reprises sur les conséquences psychiques de la temporalité de l'urgence. Les 15 jours de fermeture sont ainsi décrits comme un temps infini, ponctué par des difficultés à se souvenir des patients, une perte de sens éprouvée dans la réalisation des activités répétitives en lien avec l'application des règles d'hygiène et de sécurité, mais aussi la reviviscence de certaines scènes, notamment l'altercation avec les familles, les hurlements entre collègues. Du point de vue de l'analyse des processus en cause, dans ce qui prend la forme d'un vécu traumatique, deux modèles explicatifs s'opposent. Le plus connu est celui de la vulnérabilité psychologique. Donc là, on fait des interprétations et de moindre résistance aux événements. Donc ça, c'est le modèle du psychotraumatisme en général, c'est ça. Et en gros, vous êtes victime d'un traumatisme, vous êtes confronté au réel de la mort et vous êtes une victime et c'est ça qui va vous traumatiser. Sous le modèle de la clinique des attentats, des catastrophes naturelles, etc. Ça, c'est le modèle dit victimologique qui est aujourd'hui le modèle dominant et qui structure l'écoute à travers des pratiques de ce qu'on appelle debriefing diffusing dans les cellules d'urgence médico-psychologique. Donc là, c'est, voilà, il y a une vulnérabilité psychique, vous êtes confronté au réel de la mort et donc, voilà. Mais quand elles disent on est traumatisé, il y a une autre hypothèse, c'est qu'il faut prendre en compte le rapport subjectif au travail dans les processus en cause, dans les symptômes dits post-traumatiques. Pour le dire plus simplement, dans un cas, on insiste sur la fragilité de l'individu et dans la confrontation au réel de la mort, voilà. Dans l'autre, on s'intéresse à ce qui se passe dans la situation de travail. À partir de la prise en compte du vécu subjectif du travail, il apparaît en effet difficile de mettre en compte la confrontation à ce qui est classiquement désigné comme le réel de la mort chez les soignants au regard de leur expérience au sein des soins palliatifs. L'expérience du réel de la mort en soins palliatifs, elle est quotidienne. Les difficultés rencontrées seraient plutôt les signes de l'expérience de la souffrance éthique suscitée par l'activité de travail elle-même. Comme nous l'avons vu précédemment, les activités effectuées en période de Covid sont en effet décrites comme étant en contradiction majeure avec l'éthique du métier, avec cette phrase « tout ce qu'on voudrait ne pas faire a été fait ». L'expérience des soignants repose, on le sait, sur des savoir-faire, des métiers acquis pour la plupart d'entre eux depuis plusieurs années et qui se sont capitalisés sur la forme d'une expérience technique et qui est aussi une expérience du corps. Et donc ce retournement n'est pas sans conséquence, puisqu'ils vont jusqu'à nous dire d'un lieu de vie, on est devenu un lieu de mort. C'est pas sans conséquence sur le plan psychologique, et la manière dont les différents participants se sont engagés dans les échanges qui ont eu lieu témoigne de l'importance de pouvoir lui donner un sens dans l'après-coup. Alors, ce qui va aussi se dégager dans les échanges, c'est une tentative de description d'une mise en souffrance du travail autour de la parole et de ses destins entre professionnels. Voilà. Et ils vont de manière régulière évoquer le fait que leur difficulté réside aussi dans le fait de ne pas pouvoir exprimer, être écouté, de voir sa parole coupée, sa parole évitée, sa parole qui n'est pas crue et remise en cause, mais aussi l'expérience troublante de ne pas oser parler, de perdre confiance et de ne plus croire soi-même dans sa propre parole. Je ne croyais pas un mot de ce que je disais. Ces éléments sont révélateurs d'une mise en impasse des conditions organisationnelles favorisant des espaces de discussion collective pour permettre la délibération. Pour terminer, les échanges entre les participants ont permis d'identifier plusieurs conduites à valeur défensive. Alors, ce que j'ai décrit, c'est dur, hein, mais comment ils font pour tenir?
Au plus fort de la crise, sur le plan collectif, se sont constitués deux groupes organisés par un rapport antagonique au risque Covid. Là, je cite, il y avait la team de ceux qui mettent le masque et la team de ceux qui prennent le petit-déj. Ce rapport antagonique semble se structurer autour du rapport que les gens entretiennent avec la peur. Il pourrait se former des configurations collectives opposant ceux qui ont peur à ceux qui, à contrario, n'ont pas peur. Ces formations peuvent aboutir à la formation d'idéologies défensives qui peuvent rapidement muter en conflit, et notamment en conflit de clan. Le travail n'est alors plus discuté, et ce qui devient prépondérant est le maintien de la cohésion de groupe face à l'ennemi commun. La séparation peut intervenir sur différents motifs. Voilà. L'avènement de ces configurations défensives est un risque important lorsque la souffrance n'est plus objet de discussion. Et ce sont surtout les défenses individuelles qui semblent spécifiquement mobilisées par les participants et qui seront en mesure de témoigner spontanément et de manière inhabituelle dans leur précision du coup psychique que ces aménagements défensifs occasionnent. On déballe tout avec la psychologue, ça passe, mais la cicatrice reste. Les aménagements trouvés pour lutter contre la souffrance en lien avec la peur, mais aussi avec la souffrance éthique, sont organisés autour d'une posture psychique particulière, consistant en un effort pour rester dans la réalité. Il appartenait à chacun de s'ajuster, on se serait cru en guerre. Pour ce faire, une forme d'anesthésie est requise qui vise à s'empêcher de ressentir les émotions. D'abord avec ses proches, ses enfants, mais cette anesthésie se diffuse rapidement avec les patients et les collègues. Cette insensibilisation se décline sous différentes formes désignées par les participants à travers des images de bulles, d'armures, de scaphandres, qu'il est vital de se constituer. Les gestes et le temps passé à enfiler les équipements de protection semblent d'ailleurs mis au service de la constitution de ces aménagements défensifs sur le plan psychique. Bon, vous avez vu, je ne vais pas continuer, mais c'était pour vous donner en fait un aperçu de la manière dont une investigation clinique pouvait être menée en essayant de tenir le concept de drame vécu et d'essayer de dire quelque chose de la compréhension du sens des conduites à partir du récit des gens. Et donc, juste pour conclure, il est possible de mettre en lumière la manière dont la compréhension du drame vécu là, alimente concrètement une pratique clinique d'intervention et de recherche. Ici, nous voyons comment la vie des êtres humains au travail est insérée, enchevêtrée dans des rapports sociaux de production. Ici, l'analyse de l'organisation du travail est à cet égard primordiale et nous permet de comprendre plus largement la manière dont la société capitaliste, dans sa configuration néolibérale, abîme la vie concrète des êtres humains et attaque des pans entiers de ce qui constitue encore pour nous la culture. Oui. Donc, merci Benoît pour tout le travail accompli. Voilà, je prends la parole ici au nom de la direction de la revue La Pensée, à la création de laquelle, évidemment, Georges Politzer a joué un rôle déterminant. Dans la création de laquelle, pardon. Donc, les interventions d'aujourd'hui donneront lieu au numéro 418 de la revue, qui sera apparaître en juin. Quelques jours après, la date à laquelle il a été fusillé, le 23 mai 1942, au Mont Valérien. Alors, c'est un drôle de clin d'œil que notre journée se tienne au centre Panthéon, face au monument qui, ça m'a frappé ce matin quand je suis arrivé, parce que je ne pensais pas qu'il laisserait des décorations aussi longtemps, est encore en l'honneur de Manouchian, qui, comme ils ont été tous les deux étudiants à la Sorbonne, voilà, ça m'amène à dire un petit mot sur le fait que quand on a fêté les 80 ans de la revue, on s'était replongé dans les archives et les sommaires et on avait remarqué que La Pensée commémorait beaucoup un certain nombre d'anciens. Et donc, ça aurait été bizarre qu'aujourd'hui on parle de Georges Politzer sans citer les noms de Jacques Solomon et Jacques Decour qui ont été avec lui parmi les premiers à créer des réseaux de résistance universitaire dès septembre 1940 et leur publication clandestine de l'Université libre et de La Pensée libre, qui ont été parmi les premières publications de la résistance dès octobre 1940. Ils seront arrêtés simultanément par les brigades spéciales françaises et fusillés, Solomon et Politzer le 23 mai et Jacques Decour une semaine plus tard. Alors, sans faire dans le pathos, la tenue de ce colloque ici a été possible grâce au laboratoire IFIMO et à Frédéric Futot-Laglo, que l'on remercie, à Benoît qui a été le porteur de projet Dynamique, et c'était organisé également en partenariat avec le groupe d'études du matérialisme rationnel et avec le soutien de la Fondation Gabriel Péry.
Alors, la pensée organise ainsi, en partenariat, une fois par an au moins, un colloque philosophique. Et nous publions, d'ailleurs, on commence à réfléchir pour l'an prochain, quelque chose, c'est pas décidé, mais je vous le dis parce que ça fait écho avec des choses qui ont été dites ce matin sur les appropriations de Descartes. Je crois que c'est Frédéric qui en parlait, donc peut-être on pourra y réfléchir. Et nous publions d'autres dossiers à teneur philosophique. Alors, rien que dans l'année, alors là, pour le coup, c'est Strike, on a fait Georges Politzer, Brecht et la morale, Henri Vallon, et Lucien Sel. Voilà, donc c'est déjà pas mal. C'est à disposition ici pour des ventes encore libres. Euh, Plus sérieusement, les vidéos de la journée seront en ligne courant mars. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur notre lettre d'information sur le site web de la Fondation Gervais-Pellery et sur les réseaux sociaux. Eh bien, merci de votre participation.